Salut tout le monde, c'est Louis Geoffrey. Aujourd'hui, je vous retrouve pour cette deuxième vidéo donc concernant les révisions de chimie organique pré-concours. Du coup, cette vidéo, donc, je vais la consacrer aux dérivés halogénés, donc c'est encore de la sup. Du coup, je tiens juste à rappeler qu'ici, mon objectif, c'est vraiment de rappeler les différents éléments de cours et non pas forcément de justifier ou d'expliquer. Et les seules justifications que je donnerai sont les justifications que vous pouvez être amené à donner en fait en exercice. Donc aujourd'hui on va s'intéresser aux dérivés halogénés. Donc déjà les halogènes c'est quoi? En fait c'est essentiellement du fluor, le chlore, le brome et l'iode. C'est les seuls halogènes que vous verrez puisque la stat n'est pas stable, c'est coup dur. Et en gros c'est des 4 éléments qui ont en fait des propriétés intéressantes puisque du coup elles sont sur la 17e colonne du tableau périodique des éléments. Et donc ils sont à un seul petit électron d'avoir la configuration en fait, du gaz noble. Qui est donc très stable. Et du coup c'est pour ça que en fait, comme il leur faut qu'un électron, ça veut dire qu'en tant qu'anion, ils peuvent directement avoir une configuration du gaz noble. Et du coup, ça fait que vous trouverez pas mal d'anions en fait, d'halogènes. Donc, je vois des Cl-, des Br-, des I-, tout ça, vous en trouverez pas mal. Et du coup, ça fait que ça fait à la fois des bons nucléophiles parce qu'ils sont chargés, et à la fois des bons nucléofuges, parce que du coup, c'est assez stable, donc ça fait des bons groupes partants. Et du coup, c'est essentiellement là-dessus que normalement on vous introduit au SN1, SN2 et aux éliminations. Et du coup, on va essayer de voir tout ça avec les dérivés halogénés. Donc déjà un dérivé halogéné, donc c'est quoi? En fait a priori c'est donc je vais reprendre l'exemple du propane comme dans la dernière vidéo. Ça va donc être en fait un dérivé qui ressemble à ça, donc une chaîne carbonée et puis un moment en halogène avec une liaison donc carbone-halogène. Donc X cette fois-ci, je vais préciser ce que c'est, ça va être fluor, ça peut être du chlore, ça peut être du brome ou ça peut être de l'iode. Donc en termes de réactivité, on a ici un carbone qui va à la fois être plutôt électrophile, puisque du coup en fait on a ici la possibilité de venir taper sur ce carbone pour éjecter le halogène, parce que du coup l'halogène on rappelle qu'il a trop doublé, et donc on formerait un X-, qui est donc particulièrement stable, puisqu'il a la configuration atomique du gaz noble. Et en même temps, en fait on va avoir ici quelque chose qui va être ici relativement nucléophile, puisque du coup on a un truc qui est chargé, et si je dois rappeler en fait les caractéristiques importantes d'un nucléophile, d'un nucléofuge, un nucléofuge, donc c'est un truc qui a un bon groupe partant, et bien ses caractéristiques principales, c'est que c'est une mauvaise base et que c'est polarisable. Donc une mauvaise base ça se comprend facilement, c'est parce que du coup une mauvaise base c'est un truc qui est stable. Et enfin un bon nucléophile, globalement, plus ça remplit de critères, mieux c'est. Il faut d'abord que ce soit chargé, il faut que ce soit polarisable, il faut que ce soit peu encombré, une bonne base, et enfin que vous ayez des doublés non liants qui soient disponibles, donc c'est-à-dire non engagés dans de la mésomérie. Hop. Donc ça c'est les 5 propriétés qui sont importantes, évidemment il ne faut pas toujours toutes les avoir, mais globalement plus vous en avez mieux c'est, et typiquement I-, du coup ça fait un très bon nucléophile, parce que il remplit quasiment tout, hein. À part le fait que ce soit une bonne base, il remplit tout. Donc c'est cool. Et du coup, ça fait qu'avec ça, on peut commencer à voir ce que c'est qu'une substitution. Donc en fait, la substitution, comment est-ce que ça va marcher? En fait, vous allez avoir donc ici un dérivé halogéné quelconque. Donc je vais par exemple prendre ici un chlore. Et puis vous allez avoir en plus un iode dans votre donc un ion iodure dans votre mécanisme, dans votre milieu réactionnel. Et du coup, l'ion iodure va simplement venir se substituer au chlore en tapant ici sur le carbone qui est là pour réaliser donc une SN. Ici ce serait une SN2, on verra la différence plus tard. Et du coup, vous allez obtenir ici l'iode et le Cl- à la place. Donc vous avez substitué votre carbone, vous avez remplacé le groupe fonctionnel de votre carbone par un autre groupe. Et du coup, on voit que c'est vraiment les dérivés halogénés de la base pour faire des substitutions, puisque ça vous permet de pouvoir. Enfin, c'est facile, comme vous avez à la fois des trucs qui partent bien et des trucs qui tapent bien, vous allez facilement pouvoir substituer tout ça. Donc il y a essentiellement deux groupes de substitution, SN1 et SN2. Donc en gros, SN2 elle est bimoléculaire, puisque là elle fait intervenir les deux molécules, et elle se fait d'une seule étape. La SN1, elle, c'est différent, donc je vais prendre un autre dérivé halogéné. La SN1, elle va se faire en fait en deux étapes, et du coup elle est monomoléculaire. Donc la première étape fait intervenir uniquement le dérivé halogéné sur lequel vous voulez réagir. Donc en fait la première étape c'est une étape d'élimination, globalement. Donc vous allez avoir juste votre chlore plus votre carbocation, qui a du coup une lacune et une charge positive. Et enfin seulement dans cette étape-là, vous allez avoir votre iode qui va venir s'ajouter, hop, pour former dans une deuxième étape, toujours votre chlore qui est loin, et cette fois-ci un dérivé iodé. Du coup, comment différencier SN1 et SN2, donc au niveau des compétitions, comment savoir si vous allez passer par tel ou tel mécanisme. La SN2, donc en fait ce qu'il vous faut, c'est plutôt un carbone primaire,
donc un carbone primaire. Puis en fait, vous pouvez ici raisonner sur la stabilité du carbocation, hein, et vous savez qu'un carbocation, du coup, par exemple tertiaire, sera plus stabilisé qu'un carbocation primaire, parce que, en fait, par effet d'hyperconjugaison, donc primaire ou nullaire, hein, ça c'est pareil. Hop. Il faut également en même temps que vous ayez pas en fait de stabilisation du carbocation par mésomérie, donc 0 mésomérie, donneur hein, évidemment. Si vous avez des groupes attracteurs, c'est encore mieux parce que votre carbocation est encore moins stable, donc 0 mésomérie donneur. Et après en même temps, ça va également dépendre du solvant. Donc ça c'est les deux choses vraiment à regarder en priorité. Et si jamais ça vous permet pas forcément de trancher, vous pouvez également regarder au niveau du solvant. Donc par exemple si vous avez un solvant qui est plutôt apolaire, et en particulier aprotique, vous allez moins stabiliser le carbocation et du coup vous allez favoriser un SN2, donc solvant aprotique. Et en vrai, la polarité elle joue un peu moins, globalement on considère qu'il faut que ce soit moyennement polaire pour une SN2. Pour la SN1 du coup, de quoi est-ce que vous allez avoir besoin? Donc en fait on peut raisonner de manière inverse. Donc pour la SN1 vous allez plutôt avoir besoin d'un carbone tertiaire. Hop. Comme ça justement vous allez stabiliser par hyperconjugaison votre carbocation. Si vous avez des groupes mésomères donneurs c'est encore mieux. Et sinon, donc mésomérie donneur c'est encore mieux. Et sinon vous allez passer par... et sinon si jamais par exemple vous avez un carbone secondaire sans mésomérie et vous n'arrivez pas trop à savoir si vous passerez par SN1 ou SN2, du coup il faut regarder le solvant. Et la SN1 sera plutôt favorisée par un solvant qui sera polaire protique. Ok, donc ça c'est pour les deux substitutions. Et enfin, après, un deuxième truc qui est important de regarder, c'est du coup les éliminations, puisque vous pouvez également réaliser des éliminations avec les dérivés halogénés. Donc dans un dérivé halogéné, donc je vais reprendre ici mon exemple avec mon chlore, en fait je peux arriver à former ce produit, hop, plus du coup j'aurai du scellement, et en fait a priori j'aurai un H+, bon, on va dire qu'il est capté par quelque chose. Du coup en fait qu'est-ce qui se passe au niveau du mécanisme ici? En gros vous allez partir en fait de votre de votre dérivé halogéné. Et en fait ici, ce qu'on remarque, c'est qu'on a, donc ici on a le carbone fonctionnel, et du coup ici on va dire en bêta du dérivé halogéné, on va considérer qu'on est en bêta, vous pouvez avoir des hydrogènes. Et du coup en fait c'est possible de mettre une base un peu forte dans le milieu, donc par exemple une base forte, je sais pas, on va mettre une base forte peu encombrée pour pas qu'elle soit nucléophile, on va mettre du LDA par exemple. Du coup vous mettez votre LDA il va venir capter votre hydrogène, du coup votre hydrogène va pouvoir rabattre, enfin la liaison qui est en carbone hydrogène va pouvoir se rabattre ici, et du coup va faire partir le chlore. Pour conduire donc justement au produit que j'ai écrit juste en haut. Évidemment plus le LDAH, voilà, LDH. Et du coup tout ça va être possible, donc seulement avec certaines conditions. Ça va être possible, déjà forcément il faut que vous ayez au moins un H en bêta, parce que si vous n'avez pas de H en bêta, en fait vous ne pourrez simplement pas éliminer, vous n'aurez rien à éliminer. Donc, par exemple ça va être le cas sur ce dérivé halogéné, où malheureusement il n'y a rien à éliminer ici. Et à l'inverse, si vous cherchez une élimination, vous allez former un carbone hypervalent, donc là il n'y a rien, pas d'élimination sur ce carbone là. Et enfin également il faut qu'il y ait quelque chose pour venir arracher ce H, donc globalement il faut qu'il y ait au moins une base un peu forte. Le mécanisme du coup ici va être dit un mécanisme d'élimination 2, puisque c'est une élimination qui est bimoléculaire, et donc ça sort d'une seule étape, par rapport à l'élimination 1, qu'on verra dans un chapitre ultérieur en révision. Et après au niveau de la stéréosélectivité du produit, donc maintenant que ce soit en élimination ou en substitution, on va être au niveau du SN2, comme vous avez quelque chose qui, comme vous avez quelque chose ici, qui se fait en une seule étape, du coup pour réduire en fait la gêne, votre iode va venir taper à l'opposé du chlore. Et du coup vous allez avoir ce qu'on appelle une inversion de configuration, donc l'inversion de Walden. Donc ici j'ai dessiné que depuis tout à l'heure des dérivés halogénés qui ont pas de, sur lesquels le carbone fonctionnel a pas de configuration spéciale. Donc c'est quelque chose qui est pas du tout, c'est quelque chose qui a aucune activité optique quoi, ça a pas d'élantiomère. Mais du coup si par hasard c'est le cas, vous allez avoir une inversion de configuration avec SN2. Donc vous allez avoir a priori conservé. Donc en fait on dit que la réaction est stéréospécifique et elle est même stéréosélective. Non plutôt c'est l'inverse, pardon, elle est stéréosélective, et dans le cas de la SN2 elle est même stéréospécifique. Dans le cas de la SN1 du coup, puisque vous passez par un carbocation, a priori le nucléophile peut s'additionner d'un côté ou de l'autre, puisque le carbocation il va être blanc, donc il n'y a pas forcément de raison que le nucléophile tape d'un côté ou tape de l'autre. Donc du coup elle, la SN1 elle sera plutôt en fait pas non stéréosélective, et vous aurez a priori 50-50 en termes de produits, si jamais vous avez éventuellement, évidemment pardon, un carbone fonctionnel qui si vous avez un carbone fonctionnel qui peut être asymétrique. Et enfin du coup dans le cas de l'élimination, comme on l'a vu il faut qu'il y ait un H en bêta pour que vous puissiez venir éliminer votre chlore. Et en fait pour que le chlore s'élimine en fait au niveau du mécanisme, si vous représentez donc quelque chose, je sais pas, en Newman par exemple, avec ici le chlore dans le plan, ici un substituant A, ici un substituant B, ici hydrogène,
ici un substituant C, et là un substituant D. Mais en fait, au moment de l'élimination, il faut que l'hydrogène soit, donc on va dire en antipériplanaire du chlore. Donc en gros, il faut qu'il soit opposé, il faut que c'est dans cette configuration-là, quoi, pour que la base puisse venir, choper l'hydrogène et que ça se rabatte. Et du coup, puisqu'il faut que ce soit en antipériplanaire, dans le cas où vous avez qu'un seul hydrogène en bêta du chlore, donc par exemple dans ce cas-là, hop, et là je vais mettre un truc comme ça, dans ce cas-là où vous avez qu'un seul hydrogène, là, ici vous avez un carbone qui est asymétrique, et du coup en fait vous allez obtenir qu'un seul énantiomère, soit le Z, soit le E. Et concernant le fait que si vous allez obtenir le Z ou le E, ça faut regarder en fonction de la configuration que vous avez là. Donc vous faites en sorte de placer du coup votre espèce en Newman, vous mettez votre H en opposé du chlore, et puis vous arrachez et regardez ce que vous obtenez. Enfin, il faut rappeler donc les règles de Zaïstev pour les éliminations. Puisque dans certains cas, on peut en fait obtenir plusieurs produits d'élimination. C'est-à-dire que votre dérivé halogéné, il peut former la double liaison à plusieurs endroits. Donc, par exemple, si je prends, ici mon dérivé halogéné, et puis si je prends cet exemple-là, par exemple celui-là, a priori, là, vous voyez que je peux former plusieurs produits. Je peux former celui avec la double liaison qui est là, je peux former celui avec la double liaison qui est là, et je peux former celui avec la double liaison qui est là. Puisque là, j'ai des hydrogènes, là, j'ai des hydrogènes, là, j'ai des hydrogènes. Hein. Donc, je vais pouvoir arracher partout. Du coup, il faut qu'on regarde en fait à quel produit va majoritairement être formé. Et du coup, le produit qui sera majoritaire, c'est le produit qui va en fait obéir aux règles de Zaïstev. Donc Zaïstev, c'est écrit comme ça. Et du coup, ça nous dit qu'on va d'abord essayer de favoriser. En fait, on va former tout simplement l'alcène le plus stable. Et du coup, celui qui est le plus stable, c'est soit celui qui a une double liaison qui est engagée dans de la mésomérie. Donc ici, ça va être le cas, ça va être celui-là. Comme ça, on a deux doubles liaisons qui sont engagées donc, dans de la mésomérie. Donc lui il sera formé principalement. Si jamais on n'a pas moyen de former une double liaison engagée dans de la mésomérie, si jamais par hasard il y a plusieurs groupes qui peuvent permettre un engagement dans de la mésomérie, c'est bien sûr celui qui est le plus délocalisé qui sera formé en premier, bien sûr. Dans le cas où il n'y a pas de mésomérie du tout avec la double liaison formée, on va chercher à former la double liaison la plus substituée. Donc voilà. Et dans le cas où on peut pas former, en fait, dans le cas où toutes les liaisons sont autant substituées et où il n'y a pas de mésomérie, on va prendre n'importe lequel et on va essayer de former plutôt les alcènes, si on peut E, plutôt que les alcènes Z, puisqu'en général les alcènes E sont moins encombrés. Donc voilà, par exemple cette alcène là est un peu plus stable que cette alcène là. Parce que là on va avoir une gêne stérique un peu plus importante que là. Donc ça c'est pour savoir quel dérivé halogéné, alcène on va former. Et enfin pour savoir si on fait plutôt une élimination ou une substitution, parce que par exemple si on voit qu'ici si je mets une base, a priori ma base elle peut à la fois venir arracher mon H et provoquer le départ du chlore, ou elle peut venir taper sur le dérivé ici sur le carbone qui contient l'halogène pour faire une substitution. Du coup, pour savoir ça, faut plutôt regarder deux choses. Premièrement, enfin même trois choses éventuellement. Premièrement, à quel point la base elle est encombrée ou pas. Parce que si la base est très encombrée, elle pourra jamais servir de nucléophile. C'était le cas du LDA que j'ai mis tout à l'heure ici, par exemple, qui est trop encombré pour servir de nucléophile. Et enfin, donc modulo le fait qu'on ait une base encombrée, faut plutôt regarder à quel point on a une base forte, à quel point on chauffe. Globalement, un chauffage, ça traduit une réaction qui nécessite une forte énergie d'activation, et ça va être des éliminations typiquement ce genre de choses. Donc si on chauffe, plutôt élimination. Si on met des bases fortes, plutôt élimination. Donc ça c'est pour la compétition, FNE. Et du coup il faut regarder encombrement de la base. Il faut regarder si la base est forte ou pas, et si on chauffe. Le chauffage étant le plus important. Hop. Et l'encombrement, c'est pas que c'est le plus important, mais c'est que c'est la première chose à regarder parce que c'est une condition nécessaire. Ok, voilà, du coup on a fait le tour sur les dérivés halogénés, et dans la prochaine vidéo je pense qu'on reverra les alcools, qui sont du coup des molécules qui ont des réactions similaires, enfin des réactivités similaires aux dérivés halogénés, mais légèrement différentes, notamment pour avoir l'élimination dite E1. Voilà, du coup j'espère que ça vous aura plu, et moi je vous souhaite à la prochaine.